Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, place au sommaire. Comment rendre l'école plus attractive et plus performante? C'est notre question du jour. Nous débattrons avec Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Nous reviendrons avec elle et bien sûr toute la gestion de cette crise sanitaire à l'école. Et puis on parlera bien sûr éducation prioritaire et action du gouvernement. Dans le grand JT d'éducation, nous recevons également Émilie Pratt. Elle est hypnothérapeute. Eh bien, vous me direz quel rapport avec nos enfants, si il y en a un. Et bien sûr, parce que ça peut aussi marcher sur eux, tout comme les parents et les professeurs. Toutes les techniques sont bonnes pour aller mieux. Saviez-vous que les vacances de Noël n'avaient pas toujours existé? Alors pourquoi et comment se sont-elles démocratisées? La réponse tout à l'heure avec Loïc Landreau. Et puis quel genre d'écolière était Tristan Bano? Malika Ménard lui a posé la question. C'est à découvrir tout à l'heure dans Souvenirs d'écolier dans un instant. Allez tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. On commence avec un chiffre record. Bonjour Virginie, oui, près de 19 000 classes fermées, c'est en effet un record depuis le début de la pandémie, un chiffre qui ne cesse d'augmenter malgré l'annonce jeudi soir par le gouvernement d'un possible allègement du protocole sanitaire à la rentrée des vacances de février. On note toutefois une bonne nouvelle concernant le nombre d'établissements scolaires totalement fermés qui lui est en baisse par rapport à la semaine dernière. Ce chiffre passe de 226 à 152. Et pour pallier justement à ces fermetures en cascade, plusieurs départements ont lancé un appel à d'anciens instituteurs et c'est plutôt malin, non? Oui, il s'agit d'instituteurs récemment retraités appelés à la rescousse lorsqu'une académie a épuisé son vivier de vacataires. Guylaine Hainaut, qui est directrice académique dans le Finistère, était ce matin sur France Info et a tenté de rassurer les potentiels candidats. Faut dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Écoutez. Il n'y a pas de contrainte. On sollicite et évidemment, on va rechercher une stabilité sur un territoire autant que faire se peut. On ne veut pas mettre des gens en difficulté. C'est le plus beau métier du monde. En tant que citoyen, c'est aussi se dire je participe à la lutte contre ce virus. Et je pense que c'est important que les enfants continuent d'aller à l'école. Pour les néo-retraités, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Puis vous savez, quand on est professeur un jour, on est professeur toujours. Professeur un jour, professeur toujours, une formule qui ne semble pas faire l'unanimité, Virginie. Annie est institutrice retraitée depuis 1 an et demi. Elle a été contactée récemment, mais n'a pas du tout l'intention d'y aller. Non, hors de question que j'y retourne. D'abord, j'ai pas envie de tomber malade. J'ai pas envie de me promener dans le département, faire de la garderie au pied levé. J'ai quand même bien souffert à l'éducation nationale, je trouve. Puis j'ai fait ma carrière, j'ai donné. J'ai largement mérité ma retraite. Oui, on peut comprendre, effectivement, après toutes ces années, le repos, puis surtout en période de Covid, le stress, effectivement, d'attraper ce virus. Attention, un nouveau jeu dangereux préoccupe sérieusement les enseignants et parents d'élèves. C'est une nouvelle tendance en pleine expansion dans les écoles. Certains élèves multiplient les contacts, les interactions dans le but avoué d'attraper le Covid-19. Se tomber dans les bras, embrasser un malade, participer à une fête clandestine pour ces jeunes. Tous les moyens semblent bons pour mépriser d'une manière ou d'une autre les gestes barrières, avec parmi les motivations l'opportunité d'une semaine de vacances, un comportement à risque, car même si les cas graves de Covid-19 sont très rares chez les jeunes, ces tentatives participent activement à la diffusion du virus et constituent un pari sur sa santé personnelle. Alors Paris, mais Paris avec un S, la ville, c'est la fin d'un régime d'exception pour les 2 prestigieux lycées du 5e arrondissement. Les lycées Louis-le-Grand et Henri IV vont se voir retirer dès la rentrée prochaine la possibilité de pouvoir sélectionner eux-mêmes les lycéens admis à entrer en classe de seconde, car contrairement aux autres établissements, les 2 lycées n'appartenaient à aucun secteur de l'Académie de Paris et recrutaient leurs élèves au terme d'un examen minutieux de leur dossier scolaire incluant les bulletins de notes du collège, une lettre de motivation et des lettres de recommandation. Une décision qui suscite la consternation de plusieurs enseignants et parents d'élèves. Mickaël, ce lundi débute la semaine olympique et paralympique à l'école. Oui, c'est la 6e édition de cet événement qui a pour objectif de faire parler de sport à l'école et de promouvoir l'activité physique. Jusqu'à vendredi, des sportifs vont se mobiliser et se rendre dans les établissements scolaires avec un invité exceptionnel cette année, le spationaute Thomas Pesquet, qui expliquait sur France Inter pourquoi est-ce qu'il avait répondu favorablement à l'invitation de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. On l'écoute.
Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur, en fait, parce que je me suis construit, comme le disait Tony, je me suis aussi construit par le sport. Ça m'a apporté énormément. C'est aussi grâce au sport, à la pratique sportive, que je suis aujourd'hui devenu astronaute. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que, en fait, dans le vol spatial, on a une vraie problématique, c'est un peu ironique, mais de sédentarité à bord de notre station spatiale. Merci Mickaël pour ces actus. Merci Virginie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, comment rendre l'école plus attractive et plus performante? C'est notre question du jour. On en parle avec Nathalie Elimas, qui est secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Elle est notre invitée. Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur School TV. Vous êtes un peu la marraine de School TV. Exactement. C'est le lancement aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Je suis très heureuse d'être là. Et donc, écoutez, si je suis votre marraine, eh bien, j'ai envie de vous dire bonne chance, plein de bonnes choses. Merci, on est bien parti. Cette nouvelle chaîne. Alors, vous êtes secrétaire d'État, donc chargée de l'éducation prioritaire. On va en parler, évidemment, d'éducation prioritaire. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous, et vous l'imaginez, sur la gestion de cette crise sanitaire. Le gouvernement a annoncé un calendrier de levée de restrictions à l'école. Le protocole sanitaire devrait être allégé a priori dès le retour des vacances de février. Je parle pour les 3 zones, on n'est pas pro-parisien. Alors comme ça, on se dit évidemment que c'est très bientôt, c'est tout de suite, c'est maintenant qu'on va pouvoir souffler. Mais enfin, pour les parents, les profs, même je pense pour tout le monde de l'éducation générale, ça semble très long. On est un peu angoissé. Est-ce que vous comprenez cette aspiration, ou en tout cas je comprends très bien l'angoisse, l'inquiétude, l'envie de sortir des masques et de tous ces protocoles. Je veux commencer par remercier sur votre antenne nos professeurs et nos personnels, parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on est dans cette pandémie et qu'avec eux, nous ne cessons d'ajuster nos protocoles dans un sens comme dans l'autre, parce qu'à l'automne dernier, on avait allégé un peu et enlevé les masques. Et puis là, c'est vrai qu'on a resserré parce qu'il y a le variant Omicron. Et donc voilà, ils sont exceptionnels. Notre volonté, celle du gouvernement, vous l'avez bien compris, c'est de laisser les écoles ouvertes. Et c'est vrai que nous faisons tout pour. On a bien vu les dégâts qui ont été causés par le premier confinement sur nos enfants, d'un point de vue pédagogique, mais aussi d'un point de vue social. Et donc, l'objectif, la volonté, et c'est ce que nous faisons, c'est l'école ouverte. Mais c'est vrai que nous ne le faisons pas seuls, et nous le faisons grâce à nos professeurs, à nos personnels, qui sont présents chaque jour devant les élèves. Alors, bien sûr, il y a eu des petits mouvements de grève. Oui. La semaine dernière, la semaine passée, évidemment. Peut-être à venir. Expression de la fatigue, de la lassitude. Je reconnais également que les protocoles qui ont été ajustés 3 fois là pendant ce mois de janvier, ça a peut-être été un peu difficile à comprendre. Mais encore une fois, nous, ce que nous faisons, c'est preuve de beaucoup d'agilité. On ne cesse de s'ajuster avec 2 objectifs: protéger les élèves, les personnels, et laisser les écoles ouvertes. Alors, laisser les écoles ouvertes, on va en parler aussi. Vous avez été professeur des écoles. Oui. C'était dans quel coin, dans quelle ville de France? Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, voilà. Donc, vous connaissez bien ce métier. Les tests à J0, J+2, J+4, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux comme mesure? Il y a énormément de parents qui font de fausses attestations, malheureusement, on le sait. C'est pas vouloir faire du faux pour faire du faux, mais c'est juste qu'en termes de délai, c'est impossible à réaliser. Moi-même, je suis maman, c'est quand même compliqué. Je ne fais pas de fausses attestations, que les choses soient claires, mais clairement, c'est difficile à J0, J2, J4. On a 1, 2, 3 enfants. Comment on s'en sort? Je comprends les familles, je suis mère de famille également, j'ai fait la queue à la pharmacie aussi, et je connais bien la problématique des autotests. C'est compliqué, mais ça correspond encore une fois à cette volonté de laisser les écoles ouvertes. Donc notre choix, notre ligne, c'est clair, c'est tester beaucoup, vacciner beaucoup, sinon on ferme tout. Et donc on a fait ce choix-là. C'est contraignant pour les familles, pour les enfants aussi, c'est pas forcément agréable, c'est contraignant pour les professeurs, mais c'est la clé de l'école ouverte. Je vais vous dire, la semaine dernière, les derniers chiffres sont assez édifiants. École ouverte, oui, 96% de nos classes sont ouvertes. 96% de nos élèves, collégiens, lycéens sont en classe. 97% de nos professeurs sont devant élèves. Et on y arrive justement parce qu'on est dans cette dynamique de tester et de vacciner. Bien sûr. On parle du timing des annonces quand même, parce que tout à l'heure, vous parliez de dialogue justement entre le gouvernement et les professeurs, entre les parents et les professeurs aussi, bien entendu, mais surtout gouvernement, donc mesures et professeurs et chefs d'établissement. On ne va pas revenir sur la polémique Blanquer à Ibiza, mais enfin tout de même, il y a eu un petit raté sur l'annonce. Pourquoi cette annonce a été faite comme ça, la veille d'une rentrée scolaire? C'est pas idéal quand même pour renouer ce fameux dialogue. Il y a un process.
qui s'applique depuis le début. Ce que nous faisons, les décisions que nous prenons, nous le faisons à la lumière de ce que nous recommandent les autorités sanitaires. Ça, c'est le premier étage de la fusée, si je puis dire. Ensuite, au regard de ces recommandations, il y a des décisions qui sont prises pour la population générale. Est-ce que vous voulez dire ça se traite notamment chez le ministre de la Santé. Oui, mais les recommandations, elles ont été faites juste avant que Jean-Michel Blanquer prenne la parole? Les recommandations des autorités de santé, nous les avons eues dans la journée du 31 décembre. D'accord. Ensuite, il y a ce que l'on décide de mettre en place pour la population générale. Ça a été décidé le 1er janvier. Les cabinets ont travaillé. Et ensuite, s'il y a des adaptations à faire pour l'école, ça intervient juste après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on a l'impression qu'on décide toujours au dernier moment. Mais en fait, il y a des étapes, un process, encore une fois, auquel on se plie. Bien sûr. Puis alors, vous comprenez aussi, parce qu'il y a l'exaspération, bon, évidemment, du protocole, mais qui est difficile, je le comprends très bien, à mettre en place pour vous, mais tout comme pour ceux qui le vivent au quotidien, parents, professeurs, éducateurs et tous les personnels de l'éducation. Oui. Mais il y a aussi, c'est vrai, l'impression de fliquer en permanence les élèves. On a même parlé des pharmaciens qui n'en pouvaient plus de faire les autotests, enfin les tests antigéniques pour les enfants. C'est la raison pour laquelle on est passé à l'autotest, DJ0. Exactement. Mais fliquer les parents, fliquer les élèves, enfin les enfants, peu importe leur âge, c'est particulier quand même cet univers un peu de tension permanente. C'est pas fliquer ce que l'on fait, c'est encore une fois, l'idée c'est de protéger le collectif. Et donc pour protéger le collectif, c'est ce que l'on fait nous-mêmes quand on se fait vacciner ou quand on fait un test le matin parce qu'on a un doute, on se protège soi-même et surtout on cherche à protéger les autres. Oui, mais alors si c'est pas fliqué, comment on sait que l'attestation, en tout cas le test a été réellement fait? Mais vous savez, la plupart des parents sont évidemment responsables. D'ailleurs, je dirais même qu'au-delà des parents, les Français sont responsables. On voit bien le nombre de tests qui sont faits quotidiennement, la vaccination qui augmente, et c'est justement parce qu'on est, nous, Français, responsables qu'on va s'en sortir, on va le faire collectivement. Donc vraiment, on n'est pas dans le flicage. Moi, j'ai confiance et surtout, je crois en la responsabilité et en la résilience aussi des Français. Alors la résilience des Français, la résilience des professeurs aussi, parce qu'on sent une lassitude. Comment faire maintenant pour parler justement d'une sortie de crise, pour trouver des solutions? Comment faire pour redonner envie aussi aux profs d'y aller, de repartir avec le sourire, de se dire allez, on va réinventer justement cette école de demain. Comment la réenchanter cette école après cette pandémie énorme? Alors déjà, les professeurs sont là, je vous l'ai dit, on a près de 97% de nos professeurs qui sont devant élèves, ça c'est quand même pas rien. Ils sont là depuis le début, ils sont extrêmement volontaires. Et puis, cette pandémie, effectivement, elle nous a appris quelque chose. Je parlais, avant d'entrer sur votre plateau, de la révolution numérique. Et je crois que c'est le bon endroit pour parler de la révolution numérique. Vous savez, si on avait, très objectivement, si on n'était pas passé par cette crise, si nous n'étions pas encore dans cette pandémie, si nous n'avions pas été confrontés à un confinement, nous n'en serions pas là sur le plan du numérique. Et donc cette révolution, elle se fait également comme ça. Donc on est en train d'équiper, on est en train de former, et donc c'est aussi une façon maintenant différente de faire classe et d'être devant élèves. Mais c'est vrai équiper et former à quel coût? Parce que tout le monde n'a pas les moyens, je parle des familles, Oui. de pouvoir s'équiper d'écrans, effectivement, d'ordinateurs ou autres. Comment on fait? Alors, il y a différentes façons de le faire. D'abord, il y a évidemment ce que l'État fait, ce que l'Éducation nationale fait. On a différents programmes qui sont installés sur plusieurs départements. Mais bien évidemment, on ne fait pas ça tout seul. Les collectivités aussi sont très engagées. Les départements ont équipé les collèges, les régions ont équipé les lycées. Et puis, on a des programmes territoriaux avec des dotations financières qui permettent justement de combler. Vous savez, si on regarde dans quelle situation étaient nos élèves, les jeunes, en 2020, au moment du premier confinement, et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup progressé. Donc, il y a de l'équipement, il y a de la formation. Et puis, ce métier, puisque vous me parliez sur comment on donne envie aux professeurs de s'engager, vous savez, c'est un métier de passion, c'est un métier de conviction. Vous l'avez dit, j'ai été professeur moi-même. J'ai changé de métier radicalement en 2009. J'étais cadre dans les ressources humaines. Pourquoi? Pour donner du sens. Je ne l'ai pas fait pour le salaire. Je l'ai fait parce que je cherchais du sens. Et j'avais Vous n'aviez envie... pas de sens en tant que professeur des écoles? Non, mais je suis devenue professeur des écoles. D'accord, vous étiez DRH, voilà, ressources humaines, je travaillais dans les RH Oui. et j'avais envie d'autre chose. Et quand on se projette dans la société de demain, il n'y a rien de plus beau justement que d'accompagner un enfant. Moi, j'adore une citation de Pythagore selon laquelle un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. C'est exactement ce que j'ai fait. Et tous les professeurs que je rencontre, je fais énormément de déplacements. 2 fois, 3 fois par semaine, je suis sur le terrain. Et je retrouve cette envie d'eux, cette conviction et ce sens très profond des responsabilités. Et à quel moment alors vous dérivez et vous quittez le rôle de professeur des écoles pour arriver
redirigé finalement doucement mais sûrement vers la politique? Alors, j'étais engagée parallèlement en politique et en 2017, j'ai été élue députée. Je ne pouvais plus être professeure et députée, c'était incompatible. C'était conflictuel pour vous, comme c'était un choix cornélien? Comment vous l'avez pris? Je suis aussi passionnée par mon engagement politique, donc je suis très bien là où je suis, et encore plus au ministère de l'Éducation nationale, puisque je déploie tout un tas de politiques, en particulier parce que j'ai une fibre très sociale, en éducation prioritaire pour nos élèves les plus fragiles. Alors, on va en parler dans quelques instants, justement. Je reviens juste sur un point, parce que c'est important. Vous parlez des professeurs qui sont là, et effectivement, on peut saluer leur courage. Ils sont là, et ils sont à 97%, c'est ça le chiffre? 97. Voilà, présents, tant mieux. Mais le concours pour devenir professeur des écoles en primaire attire de moins en moins. J'ai un chiffre assez édifiant sous les yeux. On compte moins 20% de candidats en 10 ans. Donc le métier d'enseignant, qui est quand même un des plus beaux métiers du monde, on le sait. Pourquoi ça manque d'attrait? Qu'est-ce que compte faire le gouvernement pour y remédier justement à cela? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, bien sûr, c'est la rémunération. Je vous l'ai dit, moi, quand j'ai changé de métier, ce n'était pas pour la rémunération. C'est vrai qu'on a avancé, notamment sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer. Je rappelle qu'il y a eu un Grenelle de l'éducation avec beaucoup de revalorisation pour les professeurs, mais aussi pour nos personnels. Il n'y a pas que les professeurs qui sont devant élèves, les CPE, les psychologues, etc. Donc on a engagé ce mouvement de revalorisation. Les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de rémunération au cours des 20 dernières années. Ça, c'était au cours d'eux, mais depuis là, il y a des augmentations très concrètes. Un professeur des écoles gagne combien? Alors aujourd'hui, on a augmenté de plus 181 € à l'entrée. L'objectif, c'est d'arriver à l'entrée première année dans le métier à 2000 € net par mois. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est quand? Ben là, dans les prochains mois? Dans les prochains mois, je l'espère, sous le prochain quinquennat. Très bien. On va qu'on pose nos jalons. D'accord. Professeur des écoles. Professeur dans le secondaire, collège, lycée, quel est le salaire moyen? Le salaire moyen, c'est un peu au-dessus. C'est entre 2003 et 2005, 100 € net. Mais je rappelle que le salaire médian en France est de 1 940 €. Donc effectivement, il s'agirait quand même d'arriver Mais au minimum. Il y a eu des tas de... Encore une fois, je vous dis, on a eu cette augmentation salariale. On a versé une prime aussi, puisqu'on parlait du numérique, d'équipement pour l'informatique. On a accompagné nos directeurs d'école, auxquels on a versé une prime également. Donc il y a différents leviers qui ont été actionnés. Donc bien sûr, c'est la rémunération, l'envie d'entrer dans le métier. C'est aussi son cadre de travail, le bien-être au travail. Je rappelle que l'éducation nationale, c'est le 3e employeur mondial. Et donc, on est en train vraiment de booster la gestion des ressources. Et le premier budget de l'État en France. Et on est vraiment en train de booster cette gestion des ressources humaines qui n'existait pas et qui, justement, va aussi emmener les professeurs, les jeunes vers le métier avec tout ce que l'on peut trouver dans la vie salariale classique, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer, de basculer d'un poste à un autre. Donc tout ça, on est en train de le bâtir. Alors parce que j'ai relevé une phrase d'Emmanuel Macron qui lie l'augmentation du salaire des enseignants au temps d'enseignement. Il souhaite augmenter les profs au mérite, c'est ça? Ça veut dire quoi exactement? Alors, la référence, là, ces propos du président de la République s'inscrivent dans le plan Marseille, le plan Marseille en grand, où vraiment, on a là un laboratoire d'expérimentation pour concevoir, penser l'école de demain. Et donc, il y a tout un tas de... Le champ des possibles est très vaste. Ça va de l'autonomie des établissements dans le recrutement, parce que justement, quand on travaille spécifiquement en éducation prioritaire ou dans des écoles qui sont sensibles, eh bien, il faut être équipé pour cela, il faut être très volontaire pour cela. Donc, c'est ça, c'est jouer effectivement sur le temps de classe devant élèves. Voilà, c'est ce que l'on est en train de mettre en place à travers ce plan Marseille dans, pour le moment, une 50aine d'écoles. D'accord, mais je reviens juste sur l'idée parce que le rapport temps d'enseignement et salaire des enseignants, je ne comprends pas très bien en fait. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, j'insiste, mais à quel moment... C'est-à-dire qu'il y a des bons enseignants, il y a des très bons enseignants, c'est-à-dire qu'on va tout d'un coup privilégier, donner un salaire meilleur à ceux qui ont plus de temps. Non, c'est pas les bons ou les pas bons. Déjà, c'est sur la base du volontariat, donc c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, il y a un nombre d'heures devant élèves, et l'idée, c'est de valoriser ceux qui veulent faire plus, qui veulent travailler plus pendant les vacances scolaires, sur le périscolaire, l'extrascolaire, s'ils le souhaitent.
de les accompagner et de les rémunérer en ce sens. C'est exactement ça. Enfin, le plan Marseille, vous voyez bien que c'est justement l'école du futur. C'est l'objet, je crois, de ce pourquoi je suis là aujourd'hui, en tout cas de votre chaîne. C'est vraiment de penser l'école de demain autrement, avec les outils numériques, avec une façon d'enseigner différente, avec des temps de travail qui seront différents, mais dans un premier temps, en expérimentant et sur la base du volontariat. Alors, les salaires des profs, évidemment, c'est l'objet, avec ces présidentielles qui arrivent, de plein de mots étonnants de la part des différents candidats à l'Élysée, et notamment Anne Hidalgo qui propose de doubler le salaire des profs. C'est démagogique. C'est totalement démagogique. Enfin, si c'était faisable, on l'aurait fait. Et puis, c'est pas encore une fois comme ça que ça se pense. Nous, on a choisi de revaloriser cette année et puis de continuer dans un second temps avec un minimum pour l'entrée dans la fonction. Et je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que ce que propose Madame Hidalgo, c'est totalement irréalisable. Je crois que c'est plus de 50 milliards d'euros. Enfin, c'est totalement fou. Qui paiera ça ? Voilà, exactement. Qui paiera ça ? Donc, il faut être sérieux. Quand on est candidat à la présidence de la République, on ne peut pas annoncer n'importe quoi. En tout cas, on ne peut pas vendre du rêve sur quelque chose qui ne se réalisera pas. Éric Zemmour, de son côté, parle d'échec sur l'école de l'assimilation. Une réponse aussi à ça ? Oui, non, mais Éric Zemmour parle d'échec de tout. Éric Zemmour, c'est la fracture de la société. Voilà. Donc moi, évidemment, je m'inscris en faux sur tout ce que dit Éric Zemmour. Valérie Pécresse, je déroule encore le fil. Elle souhaite... Macron compatible, vous dites ? Moi, bien évidemment, vous savez, je la connais bien, Valérie Pécresse. J'ai travaillé avec elle à la région Île-de-France. Donc, je m'étonne d'ailleurs quand je la regarde aujourd'hui, je ne la reconnais pas. Elle s'est totalement droitisée. Voilà, aujourd'hui, ce qu'elle incarne, pour moi, c'est pas la droite, c'est l'extrême, c'est la droite extrême. Voilà. Ah bon, alors, Éric Zemmour et Marine Le Pen se situent où alors ? À l'extrême droite. Elle, c'est la droite extrême. La droite extrême, voilà. Et puis il y a l'extrême droite derrière. Et puis il y a l'extrême droite derrière, voilà. Mais quand vous regardez ce qui se passe en ce moment et les mouvements des uns et des autres, bon, tout ça est assez préoccupant. En tout cas, Madame Pécresse, elle nous propose une nation apprenante. En fait, il faut peut-être lui donner une clé 4G parce que c'est ce que nous avons fait. Et puis Madame Pécresse, sur la gestion de la crise sanitaire, elle voulait décaler la rentrée scolaire d'une semaine. Mais qu'est-ce qui se serait passé à l'issue d'une semaine ? Elle aurait redécalé d'une deuxième et puis d'une troisième. Moi, je peux vous dire parce que je les vois, les élèves, et je les ai vus après le confinement. Ça a été difficile pour certains. Je l'ai dit d'un point de vue pédagogique, mais pas que, d'un point de vue social aussi. Quand on sait que parfois, pour certains de nos enfants, le repas à la cantine, c'est le seul repas chaud de la journée. Les enjeux sont multiples. Voilà, nous avons fait un autre choix. Alors justement, on va parler d'éducation prioritaire, que c'est très important. Vous parlez de ce fameux seul repas. Effectivement, beaucoup d'enfants ont qu'un seul repas par jour, et c'est celui de la cantine. Et vous avez proposé, dans bien sûr un certain nombre de mesures, notamment le petit déjeuner dans les petit déjeuner gratuit à l'école. Voilà, dans les réseaux. Je l'ai redéployé, le petit déjeuner. Précédemment, en 2019, il était proposé en REP+, en éducation prioritaire renforcée. Je vais vous dire comment j'ai décidé de redéployer ces petits déjeuners. Donc, je me déplace beaucoup. J'étais dans le Nord. J'ai discuté avec une directrice d'école qui me disait, dans mon école, les élèves se lèvent à 6h30 le matin, ils font les poubelles avant de venir à l'école. C'est où ça ? C'était dans le Nord. Voilà. Où ? Dans le Nord de la France. Je veux savoir où. C'était dans le Nord de la France. Je ne le dirai pas parce que je ne veux pas stigmatiser. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de les redéployer, ces petits déjeuners. Et je les redéploie comment ? Aujourd'hui, on peut distribuer en REP+, en REP, mais pas que. Également en dehors de l'éducation prioritaire. Parce que la crise, elle frappe plus durement les plus fragiles d'entre nous. Et il y a des poches de pauvreté qui se sont créées. Donc aujourd'hui, on peut distribuer le petit déjeuner partout, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. La dotation de l'État a été augmentée de 30% pour accompagner les collectivités. Elle est à combien maintenant ? Elle était à 1 €, elle est passée à 1,30 €. Le coût moyen d'un petit déjeuner, c'est 1,20 €. Donc on a augmenté la dotation de l'État, on le fait avec beaucoup de souplesse. Les élus, les directeurs d'école, nos cadres décident sur le terrain du lieu où c'est pertinent et on distribue 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant qu'on veut. Ce geste-là, il est d'abord très pédagogique. On éduque à la santé, on éduque à l'alimentation, mais je voulais aussi avancer sur une jambe plus sociale, de lutte contre la précarité alimentaire. Et c'est le cas aujourd'hui. On a plus de 300 000 élèves qui reçoivent ces petits déjeuners gratuits à l'école. Et tous les professeurs, alors là pour le coup, sont unanimes. Ils font très bien la différence entre un élève qui a mangé le matin et un autre qui n'a pas petit déjeuner. Ils le ressentent à 10 heures. Sur la concentration ? Sur la concentration, exactement. Il y a une perte de concentration et donc on entre moins dans les apprentissages. Et finalement, le petit déjeuner, je crois que c'est la première inégalité sociale de la journée.
Le plan d'éducation prioritaire, il s'agit notamment de dédoubler aussi les classes de CP et de CE1. Absolument. Donc en éducation prioritaire, on a déjà dédoublé 100% des classes de CP et de CE1. Donc on a 330 000 élèves qui sont dans des classes dédoublées. Ça veut dire combien? 24 au départ, ils sont 12? Oui, c'est ça. Entre 12 et 14 élèves par classe. Et donc avec le professeur qui a 12 à 14 élèves dans sa classe, qui peut finalement travailler avec chacun d'entre eux. Les professeurs me le disent, c'est très juste, on n'a plus d'élèves invisibles dans les classes. Donc on a dédoublé les CP. Excusez-moi, mais c'est inquiétant pour les filières générales. Non, parce qu'on a dédoublé en éducation prioritaire CP, CE1, on est en train de dédoubler les grandes sections, mais on a limité aussi les effectifs dans les établissements qui ne sont pas en REP à 24 élèves en grande section CP et CE1. Pourquoi? Parce qu'après, c'est pas la peine. CM1, CM2, on peut être 30 et il n'y a plus d'invisibles, comme vous dites? Non, alors on n'est pas forcément 30 élèves dans les classes. Je connais des classes de 30 élèves. Bien sûr, moi aussi, mais ce n'est pas non plus la généralité, c'est pas ce qui se fait partout. Et puis il y a d'autres façons de travailler avec de la co-intervention, de professeurs, en décloisonnant les classes, et puis les élèves sont plus grands. Vous savez pourquoi on a choisi de dédoubler les classes et vraiment mettre le curseur sur ces 3 années CP, CE1 et grande section? C'est pour consolider les fondamentaux. Lire, écrire, compter et respecter autrui. Et donc, tout cela, on commence à en voir le bénéfice avec ces premières cohortes de classes dédoublées qui sont aujourd'hui en CM1, CM2. Et on verra vraiment l'impact que ça aura l'année prochaine puisque ces cohortes intégreront les classes de 6e. D'accord. Soutenir les familles financièrement, c'est aussi une des mesures du plan que vous avez mis en place. Donc le petit déjeuner, on l'a dit. J'ai noté 65 millions d'euros versés aux fonds sociaux pour les familles les plus fragiles. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce fonds-là, il va servir à quoi pour les familles? Le fonds social, il est collégien ou lycéen. Et dès lors qu'une famille rencontre des difficultés financières pour une sortie scolaire, pour la cantine, pour un équipement sportif, pour un cas particulier, elle peut s'adresser au chef d'établissement et elle peut bénéficier de ces fonds sociaux. Donc ça, c'est pour les fonds sociaux et j'ai vraiment été très claire avec nos cadres. Il faut absolument, elles connaissent mieux que quiconque les familles de leur établissement. Il faut vraiment aller au-devant quand elles sentent qu'il y a une fragilité. Donc j'ai actionné ce levier, mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur les bourses parce qu'on a un taux de non-recours encore avec des familles qui ne savent pas ou qui n'osent pas aller demander une bourse. Donc là encore, on mobilise les cadres pour aller au-devant des familles. Mais j'ai aussi travaillé avec Olivier Dussopt afin que tout prochainement, normalement l'année prochaine, quand vous remplirez votre déclaration de ressources, vous aurez en bas une petite notification qui vous dira si oui ou non vous êtes éligible. Donc vous aurez l'information. Oui, vous aurez l'information. Il vous suffira d'aller remplir le dossier auprès du collège ou auprès du lycée. J'ai également fait augmenter la prime d'internat, parce qu'on a des internats d'excellence. J'ai fait augmenter de 160%. Et en plus, maintenant, on verse aussi des bourses aux élèves qui sont en CAP. Donc on a beaucoup travaillé sur le champ social entre les petits déjeuners, les bourses, les fonds sociaux, pour faciliter la vie des familles, en particulier des familles les plus précaires. Et une nouvelle mesure dont on parlera une prochaine fois, mais juste vous l'évoquez, c'est les externats, je crois. Oui. Alors là, cette année, on a labellisé 307 internats d'excellence. Donc encore une fois, on les ouvre le plus possible, y compris aux élèves qui sont socialement fragiles, avec tous ces leviers dont je viens de vous parler. Et justement, dans le cadre du plan Marseille, je vais proposer une expérimentation autour des externats d'excellence. Donc ces externats, c'est tout ce que l'on fait en internat sans la nuit. On rentre dormir à la maison. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner au mieux les élèves dans les quartiers un peu sensibles, notamment au collège, depuis le matin, quand ils arrivent en classe. Donc il y a le temps de classe, il y a le temps d'aide aux devoirs. On va proposer des activités sportives, des activités culturelles, tout un tas de choses. Et puis ils rentreront vraiment en fin de journée à la maison. C'est vrai que pendant ce temps-là, ils ne sont pas dans les rues, ils sont à l'école, ils apprennent, ils se cultivent et je crois que ce sera bon pour eux. Et ce sera l'occasion d'en parler ensemble Absolument. Une prochaine fois car c'est un vaste sujet et tout aussi important que le reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Elimas, et ravie de cet entretien et à une prochaine fois, Merci. Bien sûr. Restez avec nous, juste après la pub, nous parlerons d'hypnose. On a tous rêvé de pouvoir se débarrasser de nos angoisses ou de nos comportements nocifs. L'hypnose est une alternative. Est-ce que ça peut aussi fonctionner chez nos enfants? On verra justement avec Émilie Pratt, qui est hypnothérapeute, juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du grand JT d'éducation, manque de sommeil, anxiété, hyperactivité, je sens que ça vous parle, je vois Mickaël qui hoche la tête, oui. Mauvais résultats à l'école peut-être, cauchemar nocturne. Et oui, et si tout cela pouvait se régler
grâce à l'hypnose. Bonjour Émilie Pratt. Bonjour. Vous êtes Bonjour. hypnothérapeute à Sartrouville dans le 78. Vous allez nous dire comment on peut et est-ce qu'on peut vraiment aider son enfant grâce à l'hypnose. Déjà, pour tous ceux qui nous regardent, c'est pas forcément clair. L'hypnose, on ne sait pas très bien ce que c'est. On a vu se démocratiser l'hypnose aujourd'hui avec la télévision, avec des grands shows qui sont assez impressionnants. Alors voilà, des stars qu'on hypnotise. Je pense que c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans votre cabinet. C'est quoi exactement l'hypnose ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, définir l'hypnose, ça va être très difficile parce qu'il y a autant de définitions de l'hypnose qu'il y a de gens qui en font. Pour tout vous dire, même la science qui cherche beaucoup aujourd'hui n'a pas la réponse encore exacte. Après, on sait que l'hypnose d'accompagnement en cabinet va être très différente de l'hypnose de spectacle parce que en spectacle, le but c'est de divertir un public, alors qu'en cabinet, l'hypnose a pour but de vraiment de se rencontrer, de rencontrer tous ces mécanismes, tous ces trucs à l'intérieur de nous. Alors, quand vous dites se rencontrer, c'est ça, c'est se rencontrer soi-même en fait. Exactement. D'accord. En fait, vous savez, les moments où on a envie de faire quelque chose, où on n'a pas envie de faire quelque chose, et c'est plus fort que moi, je le fais quand même. Alors, par exemple, la cigarette, manger, une addiction, La cigarette, manger, une addiction, mais une peur. Une peur, avec les enfants, ça peut être aussi énormément de choses. Les peurs, les pipis au lit, les angoisses, je suis nulle en maths, j'arrive pas à faire ma poésie, je la connais par cœur à la maison, mais j'arrive devant la classe et ça fonctionne plus. Toutes ces choses-là, en fait, c'est qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui nous bloquent. Et en fait, avec l'hypnose, on peut rencontrer ces mécanismes pour les débloquer. D'accord, mais ça me dit pas ce que c'est exactement l'hypnose. En fait, j'ai compris qu'a priori, vous pourriez les régler. Bon, c'est déjà formidable. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? L'hypnose, c'est un état modifié de la conscience. Donc, au quotidien, on a un état de conscience qui est fluctuant, qui va bouger. Le but de l'hypnose, c'est d'utiliser des techniques pour modifier l'état de conscience, pour permettre à quelqu'un de transformer quelque chose à l'intérieur de soi. Mais tout le monde n'est pas réactif, c'est ça, hein. N'est pas réceptif, pardon. Alors si, tout le monde a la capacité de rentrer en état d'hypnose. Après, c'est vrai qu'avec l'hypnose de spectacle, on a souvent cette image-là que tout le monde n'est pas réceptif. En fait, tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose de spectacle, parce que c'est une hypnose qui est, entre guillemets, rapide, presque agressive un peu parfois, alors qu'en cabinet, en fait, tout le monde est capable de rentrer en état Il y a d'hypnose. plusieurs stades. Et le chemin, en fait, est différent pour chacun. Et donc, le but de l'hypnose d'accompagnement, c'est de trouver le bon chemin pour cette personne-là. Alors, l'état modifié de conscience, ça peut éventuellement... Ça vous parle, vous, Mickaël, ou pas ? Absolument pas. Voilà, mais ça m'intéresse beaucoup. Moi, ça me parle un peu parce qu'effectivement, ce sont des techniques que j'adore et que je connais un petit peu. Mais je connais surtout la PNL et l'EFT, etc. Mais ça, on va en parler juste après. Mais pour tout le monde, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus parce que là, on est sur une mission sur l'éducation et on parle de l'hypnose pour nos enfants. Comment on explique l'hypnose à un enfant ? Parce que l'état modifié de conscience, pas sûr que... Je comprends. Moi, quand je parle avec les enfants, je leur dis que le but, c'est d'apprendre à utiliser nos super pouvoirs. Plutôt que de se retrouver à subir ces moments où on commence à imaginer quelque chose et que le simple fait de l'imaginer, ça tord à l'intérieur. On a tous eu ça, que ce soit enfant avant la poésie à réciter demain à l'école ou que ce soit adulte avant la réunion du lendemain. On imagine comment ça pourrait mal se passer. En plus, en général, on est assez créatif dans ces cas-là pour imaginer comment ça pourrait... Pour imaginer le pire, on est très créatif, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et au simple fait d'imaginer comment ça pourrait mal se passer, on commence à voir le nœud dans le ventre, la gorge qui se serre, et tous ces trucs-là qui bloquent à l'intérieur. Si bien que le lendemain, au moment de réciter la poésie, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un super pouvoir. On imagine quelque chose, ça crée une réalité dans notre corps. Et en fait, l'hypnose permet d'apprendre à utiliser ces super pouvoirs. Il y a un âge minimum pour les enfants qui viennent vous voir ? Alors, pour travailler directement avec l'enfant, 4, 5 ans, il faut que le langage soit installé parce qu'il y a vraiment une communication. Après, moi je travaillais aussi avec des enfants plus petits, mais en fait dans ces cas-là, on va travailler avec les parents en présence de l'enfant et parfois sans la présence de l'enfant. Il y a quand même pas mal de fois il arrive souvent qu'il soit aussi intéressant de travailler avec les parents. Dans des cas de peur, par exemple, la peur d'un enfant peut avoir été apprise quelque part, chez un parent. Parfois, la manière dont on accompagne, on encadre nos enfants va créer des comportements chez l'enfant. Mais vous n'allez pas réparer le parent pour réparer l'enfant. Vous allez juste réapprendre aux parents à dialoguer avec l'enfant différemment. Comment ça se passe ? Alors, par exemple, si on prend un exemple concret,
je sais pas moi, un enfant qui a été prématuré, malade, qui a demandé une attention particulière quand il était petit. Il se peut que cet enfant, 10 ans plus tard, involontairement, cette attention-là des parents, elle est toujours présente, même si on n'en parle pas, même si on ne le dit pas. Et moi, je vais recevoir en cabinet un enfant où on va me dire, on ne sait pas trop pourquoi, il a peur de tout. Comme s'il était hyper fragile. Et alors là, on va pouvoir apprendre à l'enfant à se libérer de cette peur, à changer son image. Mais ça, c'est de la psychologie. Alors, à quel moment l'hypnose intervient ? En fait, c'est comment j'apprends à me libérer d'une peur. Pour me libérer d'une peur, il faut que je la rencontre. Et ça se trouve, cette peur, c'est une boule, moi, dans le ventre. Et à chaque fois que je veux faire quelque chose, j'ai quelque chose qui me retient, j'ai la boule dans le ventre qui fait non, fais pas ça. Et en fait, avec l'hypnose, on va pouvoir rencontrer cette peur-là, rencontrer cette boule dans le ventre pour comprendre qu'en fait, elle est là pour protéger. Sauf que elle protège tellement bien qu'aujourd'hui, elle empêche de faire quelque chose. Avec des paroles qui sont répétées, comment ça se passe ? C'est-à-dire que comment vous faites pour faire entrer un enfant en état d'hypnose ? Oh non, c'est beaucoup plus ludique que ça. On va passer par le jeu, on va passer par l'imaginaire. Les enfants, ils ont vraiment cette capacité à rentrer, à s'autoriser justement à cet imaginaire-là. Donc on va pouvoir raconter des histoires. Moi, j'utilise beaucoup l'univers déjà que l'enfant amène. On passe par le corps, on passe par le mouvement. Non, c'est quelque chose d'assez vivant. C'est même plus facile parce qu'en fait, justement, ils ont plus d'imagination, donc c'est plus ludique. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin qu'avec un adulte ? On va surtout beaucoup plus vite qu'avec un adulte. Ah, c'est intéressant. Souvent, moi-même, parfois, je suis incroyablement surprise par des enfants qui, en une séance, vont débloquer des choses. Je me rappelle d'un petit garçon où les parents l'amènent en disant « Mais en fait, ça fait 8 ans que cet enfant ne sait pas s'endormir. Ça fait 8 ans que c'est la galère tous les soirs. » Pour votre fils ? Pour mon fils, oui, ou pour le vôtre. Non, on peut dire que pendant la pub, vous nous racontiez que vous aviez un bébé qui avait du mal à s'endormir. Oui. Mais c'est trop jeune, peut-être, non ? Là, il a 8 mois et puis c'est un problème de dents. Alors, il n'a pas du mal à s'endormir, il se réveille parce qu'il a mal. Et puis peut-être que vous aussi, c'est un souci. Je veux dire, en tant que c'est compliqué, peut-être en tant que hypnothérapeute, d'hypnotiser son propre enfant, non ? C'est vrai. Ah oui, ça peut poser problème ? Disons qu'on fait partie... alors, je vais pas dire qu'on fait partie du problème, mais on est peut-être trop proche. C'est pas ce qui est le plus simple. Moi, j'ai un grand qui a 5 ans. Les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ça ? Disons que je passe par des confrères et des consoeurs, moi, pour travailler avec mes enfants. J'imagine qu'il y a certains parents qui viennent vous voir parce que oui, ils sont peut-être attirés par cette méthode qu'est l'hypnose, mais il y a aussi peut-être des médecins qui conseillent l'hypnose pour les enfants. Comment réagissent les parents qui connaissent pas bien ces méthodes-là ? Est-ce qu'ils sont un peu peur parce que c'est quand même particulier comme méthode. Alors, moi, du coup, les parents que je rencontre en cabinet, c'est ceux qui ont passé le pas. Donc, a priori, c'est ceux qui sont intéressés et qui sont partants pour Ou peut-être qu'ils sont à bout et qui se disent, finalement... J'ai plus d'autres solutions. Oui, voilà. Il n'y a plus d'autres solutions. Quitte à y aller, autant essayer l'hypnose, non ? C'est ça. Après, en façon, dans une séance d'hypnose avec un enfant, on prend toujours le temps de discuter avec les parents et l'enfant. Il y a ce premier temps d'échange qui va permettre de rassurer les parents et l'enfant sur ce qui va se passer ensuite. Et après seulement, je vais travailler seule avec l'enfant en cabinet. Mais non, je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Et que ce soit les parents, que ce soit les enfants, les gens arrivent plutôt détendus en séance. On est d'accord, lorsqu'on hypnotise quelqu'un, on ne lui fait pas faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens. Oui. Cette idée que quelqu'un va rentrer à l'intérieur de votre tête et vous faire n'importe quoi, que ce soit en spectacle ou que ce soit en cabinet, en fait, ce n'est pas possible. Mais alors, c'est quand même très inquiétant de voir ce qu'ils font en spectacle, parce que ce qu'ils ont dans la tête est très inquiétant. C'est-à-dire que si on est tous pareils, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'on consulte tous. En spectacle, les gens sont sélectionnés. Sélectionnés au moment, il y a plein de petits tests à faire. J'ai pas été sélectionnée, moi. C'est rassurant ou mais pas ? c'est justement ça. En fait, les gens qui ne veulent pas faire ça ne le font pas. Parce qu'ils vont bloquer quelque part à un moment les sélections. Donc, effectivement, on ne fait pas faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose. Dans un cabinet, en tout cas, pour vraiment une hypnose qui n'est pas une hypnose de spectacle, mais qui vraiment a pour but d'aider au quotidien, d'améliorer le quotidien et d'aider peut-être de soigner. Combien de consultations sont nécessaires ? Est-ce qu'il y a un nombre précis, minimum, ou pas de consultations ? Il n'y a pas de nombre minimum. Il y a des fois, ça peut aller vraiment très vite. Je parlais de ce petit garçon qui, tout à l'heure, à 8 ans,
quelque part n'avait toujours pas appris à s'endormir. On a fait une séance, ce petit garçon dort. Et je l'ai tout simplement su parce qu'en fait, la famille m'a envoyé tous les copains et les copines de ce petit garçon en une séance. Donc moi, j'ai déjà 3 familles à vous envoyer. Donc il y a des fois, ça peut vraiment aller très vite. La plupart des fois, on est autour de 3-4 séances sur une thématique. D'accord. Il y a d'autres techniques, j'en parlais tout à l'heure, qui sont la PNL, la programmation neurolinguistique, le EFT, Emotional Freedom Technique, ou tapoter. Moi, je l'ai fait justement pour des angoisses ou des choses que j'ai rencontrées. Est-ce que vous aussi, vous travaillez avec ce genre de technique-là ? Ah oui, alors les deux, en l'occurrence. La PNL, c'est directement, ça vient directement de l'hypnose, hein. Les fondateurs de la PNL se sont inspirés notamment de Milton Erickson, qui est le père moderne de l'hypnose, on va dire. Et l'hypnose bienveillante, on appelle ça comme ça. Enfin, ouais, exactement. Ouais. Ouais. À l'écoute, on va dire, de la personne qui est hypnotisée. Et puis l'EFT aussi, oui, c'est des techniques qu'on va appeler psychocorporelles qui marchent bien, où on associe en fait le corps à quelque chose de plus psychologique. Dernière question juste, mais je me suis souvent rendu compte que finalement, toutes les personnes qui existaient, qui en tout cas faisaient exister ces médecines parallèles, qui tout d'un coup travaillaient avec ces médecines parallèles, étaient souvent les premiers clients. Est-ce que vous-même, vous avez eu recours finalement à l'hypnose il y a quelques années et vous avez dit c'est ça que je veux faire? Est-ce que ça a changé ma vie? Alors bizarrement, non. Moi, j'ai décidé de me former à l'hypnose avant même d'avoir essayé. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais à un moment, j'ai compris ce que c'était vraiment pour avoir lu quelque chose dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Peut-être vous faire hypnotiser pour savoir pourquoi vous avez été vers l'hypnose. Peut-être ça le cas. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir été avec nous, Mini Pratt. À bientôt sur School TV. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et donc l'hypnose comme recours, pourquoi pas. Merci pour votre invitation. Saviez-vous que les enfants n'avaient pas toujours eu de vacances de Noël? Eh bien non, moi je ne savais pas non plus. Loïc Landreau va tout nous expliquer. On est à peine sorti de vacances qu'on veut déjà y retourner. Ben oui, je crois que c'est un principe de vie pour les Gaulois réfractaires et révolutionnaires que nous sommes. Alors bon, on râle, mais les congés de Noël sont pas si loin finalement. Et puis, on a les vacances de février qui arrivent à grands pas. Donc je dirais, soyons déjà contents de ce qu'on a aujourd'hui, parce que jusqu'en 1925, croyez-le pas, eh bien il n'y avait pas de vacances à Noël, ni pour les écoliers, ni donc pour les profs. Eh ouais, c'était pas forcément mieux avant, et je vais tout vous expliquer. Dès l'Antiquité et l'apparition des premiers lieux d'instruction, les rythmes scolaires s'adaptent naturellement aux saisons et au calendrier agricole. En Mésopotamie, en Égypte et plus tard en Grèce ou à Rome, les écoliers sont délivrés chaque été au moment des fortes chaleurs pour éviter les insectes qui pullulent, les problèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture et autres joyeusetés de l'époque. Surtout que si vous avez bien suivi ma chronique de la semaine dernière, ce sont les enfants de la noblesse et des classes intellectuelles qui sont instruits et on ne laisse décemment pas un fils de prêtre, de scribe ou de notable étudier sous 40 degrés à l'ombre. Et dans toutes ces cultures, il y avait aussi beaucoup de célébrations religieuses pendant lesquelles on n'allait pas à l'école. À Rome, par exemple, selon si on était sous la monarchie, la République ou l'Empire, ça pouvait aller, écoutez bien, de 45 à 175 jours de fêtes diverses et variées pour célébrer les dieux, les récoltes, les ancêtres, les oracles, les empereurs, etc. Vous avez bien entendu, 175 jours chômés par an. Ça fait rêver, un peu, si avouez quand même. Et puis le christianisme s'installe dans tout l'Empire à partir du IVe siècle de notre ère. Les écoles se structurent dans les églises, les abbayes, les monastères, et les jours fériés reviennent à un niveau, disons, acceptable, allez, raisonnable. Il y en a environ 80 au cours de l'année, en lien avec la vie de Jésus et des saints, dont le 25 décembre qui vient tout juste d'être institué. Eh oui, parce qu'avant le IVe siècle, figurez-vous que Noël n'existait pas. Eh oui, c'était Pâques, le culte catholique majeur. Révélation de dingue! Oui, on en apprend dans cette émission. En fait, il n'y a aucune trace écrite de la date réelle de la naissance de Jésus. Donc en l'an 354, de façon totalement arbitraire et sans s'en cacher d'ailleurs, l'empereur Constantin et le pape décident de le faire correspondre au solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où les jours commencent à rallonger et où la lumière revient. Donc pour les enfants et les adolescents, en plus de ces congés d'été, il y avait le 25 décembre qui devient un nouveau jour sans école, où on prie et où on se recueille, mais sans plus. En fait, pendant plusieurs siècles, il n'y aura de fermeture des écoles que l'été.
En 1231, par exemple, le pape Grégoire IX instaure officiellement des vacances en lien avec la période de vendange. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il s'agit en fait d'une absence tolérée d'1 mois maximum, mais uniquement pour aller aider sa famille dans les vignes entre les mois d'août et octobre selon les régions. Enfin ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, chaque territoire s'organise un peu comme il veut. Beaucoup de parents ne mettent pas leurs enfants à l'école, quand d'autres les laissent en internat, sans possibilité de rentrer pendant de longs mois, vu que les voyages en charrette, ça va bien 5 minutes, mais c'est long et c'est pas confortable. On va faire un grand saut dans le temps pour arriver au 19e siècle. Les élèves des collèges et des lycées ont alors 1 mois et demi de vacances, du 15 août au 1er octobre à peu près. Une période qui correspond au temps de la chasse, moment très important socialement et politiquement pour ces familles nobles et bourgeoises, puisque je vous rappelle que l'enseignement secondaire est payant. Et si je vous raconte ça, c'est parce que c'est justement le secondaire qui va d'abord et exclusivement être concerné par ce qu'on appelle les petites vacances en dehors de l'été. 1875, il bénéficie d'une semaine de congé à Pâques et donc bien plus tard, en 1925, 2 semaines à Noël. Ça y est, on y est. Mais pour le primaire alors, comment ça se passe? En fait, pendant très longtemps, leurs vacances durent entre 6 et 8 semaines et sont pilotées de façon régionale. Ce n'est qu'en 1939, grâce au ministre de l'Éducation nationale Jean Zay, que le calendrier de l'élémentaire est calqué sur celui du secondaire partout en France. Merci donc, Monsieur Zay, d'avoir permis aux plus petits de nos enfants et à leurs profs, par la même occasion, d'avoir aussi des vacances de Noël. Quant à la suite de l'incroyable et passionnante histoire de l'éducation en France, ça continue la semaine prochaine. Ciao. Merci Loïc, à la semaine prochaine. Alors dans le Grand JT de l'éducation, Malika Ménard va à la rencontre de personnalités pour tout savoir de leur passé d'écolier. Cette semaine, c'est l'auteur Tristan Banon qui a bien voulu répondre à ces questions et aujourd'hui, on a voulu savoir si elle était bonne élève. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Un moment de partage ponctué d'anecdotes. Et cette semaine, pour le premier numéro, je reçois Tristan Banon. Bonjour Tristan. Bonjour Malika. Alors vous êtes auteur, essayiste et vous venez de sortir votre dernier livre, La paix des sexes. Vous vous élevez contre ce néo-féminisme qui fait la guerre aux hommes. Tout à fait. Je suis plutôt pour la paix que pour la guerre. Moi aussi. Aujourd'hui, on va repartir sur les bancs de l'école, si vous le voulez bien. Tout à fait, c'est des bons souvenirs. Quel type d'élève étiez-vous, justement? Alors, j'ai été assez mauvaise jusqu'à la terminale, donc vraiment... Donc, toute la scolarité? Toute la scolarité, j'ai été assez mauvaise. En revanche, j'étais plutôt bonne dans les études supérieures parce que je voulais... D'abord parce qu'on choisit. Alors que pendant la première partie de sa scolarité, on doit tout étudier pour savoir vers où on veut aller. Mais une fois que j'ai eu choisi, une fois qu'il n'y avait plus les maths surtout, ça allait beaucoup mieux. Il y avait une matière que vous aimiez pas, c'est les maths, mais il y avait bien une matière, le français, j'imagine. J'étais vraiment très, 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 très mauvaise en maths. J'ai eu 3 au bac. C'est quand même... oui, quand même. Ouais. Je me suis bien rattrapée avec le français, avec la philo, avec toutes les matières littéraires, mais les maths, c'était vraiment pas mon truc. Ça ne l'est toujours pas. D'ailleurs. Mais pourtant, vous étiez dans une école, j'imagine, pas facile d'accès, l'école active bilingue. Bilingue, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est déjà, l'école active? Alors, c'est une école où, dès tout petit, on apprend l'anglais plus ou moins en même temps que le français et où on grandit avec, en parallèle, une classe d'anglo-saxons qui, pendant que nous, on apprend l'anglais, eux apprennent le français. Souvent des enfants de diplomates, des enfants d'artistes internationaux, des choses comme ça. Et ce qui nous fait grandir avec cette idée que nous ne sommes pas que français, mais que la France est un petit pays qui fait partie d'un monde plus vaste. Et en ça, c'était plutôt chouette. Et ça avait un autre avantage qui, on en parlait juste avant l'émission, est assez partagé dès qu'on sort de Paris. Mais moi qui ai grandi à Paris... et je l'observe avec ma fille qui a 6 ans, à Paris, on change très souvent en changeant de classe d'âge. Quand on passe par exemple de la maternelle à l'école ou de l'école au collège puis au lycée, on change d'amis de fait. Et nous, on a gardé nos mêmes amis de la maternelle jusqu'au bac. Vous les avez encore ? Certains sont encore auprès de moi. J'ai mon ami d'enfance, j'ai 42 ans et on se connaît depuis 39 ans et ça nous amuse beaucoup de dire ça aux gens qui nous entourent. Et elle a été bonne élève ? Elle a été très, très bonne élève. Elle était très, très, très bonne élève et très gentille en plus, donc très...
partageuse. On est d'accord. Disons qu'elle était très généreuse de son travail, voilà, et de son savoir aussi, parce qu'elle était toujours très prompte à expliquer ce que les autres n'avaient pas compris. Mais bon, avec moi, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, les maths, c'est quelque chose de compliqué dans ma vie. Mais moi, je me dis, quand je visualise ce genre d'école, je me dis qu'il faut quand même avoir un bon niveau pour... mais j'avais un très bon niveau dans les autres matières. Ah, voilà. J'avais vraiment un point faible, mais comme je suis quelqu'un d'assez entière, je fais les choses complètement. Quand j'ai un point faible, j'ai 3. À fond. Voilà. Et j'étais d'ailleurs très surprise, et donc j'ai quand même demandé à voir ma copie, parce que je me demandais où est-ce que j'avais réussi à pêcher ces 3 points quand même. Et alors apparemment, le professeur avait plus ou moins eu pitié de l'élève qu'il était en train de corriger. J'avais eu 1 point pour avoir mis mon nom et mon prénom, 1 point pour ne pas m'être trompée dans mon nom et mon prénom, et 1 point parce qu'une élève qui avait 19 en philosophie ne pouvait pas être fondamentalement mauvaise. C'est vrai, c'est comme ça. Donc voilà. Mais c'est possible, ça veut dire qu'il avait accès aux autres notes quand il vous donne... Je sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il s'est dit que j'aurais peut-être accès à... que je demanderais peut-être, parce qu'on ne nous donnait pas la copie, on nous donnait des copies, des photocopies de nos épreuves, et voilà, c'est ce qui justifie en tout cas des 3 points. Mais c'était il y a longtemps. Et du coup, ça faisait combien de moyenne quand on a 3, quand on a un petit peu des problèmes en maths, mais qu'après on excelle par ailleurs? Ça faisait une espèce de dichotomie très étrange, en fait, parce que selon le cours dans lequel j'entrais, je me sentais comme étant une hyper bonne élève ou comme étant vraiment le cancre. Donc j'ai connu le fond de la classe avec le radiateur et tout ça, très, très, très au fond, et où on s'endort, et le premier rang où on est très fiers d'essayer de donner les réponses. Donc c'est un petit peu schizophrénique, finalement. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. School TV, c'est quoi ? School TV, c'est la première chaîne de télé pour l'éducation. L'idée, c'est de créer un espace d'expression autour de l'école pour imaginer l'école de demain. Pourquoi êtes-vous, Jean-Yves Epp, si attaché à ce projet School TV depuis des mois maintenant ? Parce que l'école est un tournant. L'école du 21e siècle, elle est en train d'évoluer. Ça sera bientôt plus l'école de Jules Ferry. Et elle doit se réinventer. Et elle se cherche. Elle se cherche, cette école, et elle a besoin qu'on l'aide à s'imaginer. Et l'idée de School TV, c'est vraiment de donner la parole à ceux qui vont imaginer l'école de demain. Pour qu'on comprenne bien, quel est votre lien, ce lien viscéral, j'ai l'impression, que vous avez avec l'école ? Oui, alors le lien viscéral, je suis fils de prof. Ah, je suis fils de prof. Ceci explique cela. Voilà, j'ai grandi avec les mercredis après-midi, les réunions de profs à la maison, où ils refaisaient le monde, où ils inventaient l'école du futur, déjà à leur époque. Alors, on est dans les années 70. Hein. Ah, vous allez me dire les années 90, mais non. Non. et donc, on est à l'époque où ils essayent d'imaginer le monde, et ça se fait chez moi, autour d'un café, tous les profs en train de discuter avec ma mère, prof de français, pour inventer comment ils allaient travailler demain. L'école, elle va même construire un mythe Molière, un Molière imaginaire, l'expression n'est pas de moi. C'est ce que nous explique Isabelle Calais-Jarroc. Elle est docteure en didactique de la littérature et chercheuse dans son ouvrage Molière, un héros national de l'école. Elle va donc devenir l'auteur patrimonial par excellence. Alors ça, c'est le début, la classe de rhétorique, l'auteur patrimonial, le héros Molière. Comment elle va se traduire, cette évolution ? Eh bien, son œuvre, par exemple, elle sera au cœur de la politique d'instruction publique de la Troisième République, et ce, dans tout l'Empire colonial. Et à partir de 1880, dans les manuels scolaires, on fait vraiment de lui l'emblème de la France, le défenseur des valeurs bourgeoises. Molière est présenté comme un républicain, comme un artiste patriote, et il est également vu comme un auteur laïque, voire anticlérical, puisqu'on le sait, il a été excommunié par l'Église catholique parce qu'il était un homme de théâtre. Et tout à l'heure, je vous parlais du misanthrope, mais il n'y a pas que le misanthrope qui est étudié, puisque petit à petit, on va introduire d'autres œuvres dans les programmes, comme Les femmes savantes, L'Avare, Le bourgeois gentilhomme, exactement, Tartuffe. Et à partir de cette époque, on le présente dans les manuels scolaires comme étant le seul auteur comique du théâtre français. Et sa vie aussi, elle est montrée en exemple aux élèves, puisqu'on met en avant le fait qu'il s'est battu pour arriver à ce qu'il voulait faire. Donc il y a aussi une valeur éducative qui est donnée aux élèves.
Il reste des barrières qui sont importantes à la scolarisation des jeunes filles. Il reste des discriminations, des problématiques de mariage précoce qui sont très très prégnantes. Évidemment des Et ça, ces habitudes, Lorraine Préjean, elles sont tenaces encore Bien aujourd'hui sûr. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, le premier facteur qui agit sur la scolarisation et les parcours scolaires, c'est évidemment la situation, je dirais, socio-démographique. Ouais. C'est-à-dire la situation de pauvreté et la situation en grande ruralité, où parfois il y a des distances importantes de plusieurs kilomètres à parcourir pour atteindre l'école ou le collège, qui est parfois situé plus loin que l'école, et où donc les arbitrages des parents entre la scolarisation et les bénéfices attendus de cette scolarisation de leur fille et les bénéfices plus immédiats d'une activité économique se posent en d'autres termes. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les clés. Donc, il faut chercher les clés et on est dans un espace de recherche. Et ça, c'est intéressant. Et parce que rien n'est écrit, il faut trouver les bons axes qui vont faire que les enfants vont s'apaiser et pouvoir avancer dans leurs compétences et dans leur apprentissage. Vous pouvez dire la même chose. Quel que soit l'âge, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les personnes rencontrées. Mais c'est quoi la différence? Parce que ce que vous dites là, on pourrait le dire de n'importe quelle classe. La différence, c'est que là, on n'a pas le choix, c'est ça, finalement? Parce qu'il y a ce handicap, parce qu'il y a cette difficulté, oui. On est obligé de se coltiner la question? On est obligé d'adapter et de réfléchir et de trouver des solutions différentes en fonction de chacun. Donc ça, c'est très, très important. Quel rôle peut jouer aujourd'hui le numérique et justement, est-ce qu'il peut diminuer cette fameuse fracture justement au sein de l'école dans le monde? Alors le numérique, il a un enjeu essentiel. D'abord, et on en parlait, de l'enseignement supérieur, les universités virtuelles qui existent un peu partout dans le monde, y compris sur le continent africain, permettent aux femmes de suivre des formations, donc aux mères de s'alphabétiser et augmentent globalement le niveau d'éducation de la population, et c'est une très bonne nouvelle. On parlait aussi tout à l'heure des différentes innovations et des différents travaux qui ont été mis en place pendant les confinements, pendant les périodes de fermeture scolaire, avec des initiatives intéressantes pour la formation des enseignants et pour l'accès des élèves à des contenus. Alors, bien sûr, la problématique pour l'atteinte des zones les plus reculées et les plus vulnérables reste entière, mais on trouve encore des solutions, y compris des applications disponibles online et offline qui permettent aux enseignants ou aux familles d'aller au point Internet le plus proche pour collecter des supports et des informations. Beaucoup d'innovations sur le continent africain, y compris sur des téléphones non smart et qui permettent l'accès aux élèves à des ressources éducatives. C'est-à-dire gratuites. sans application? Des téléphones sans application? Oui, c'est ça, des vieux, alors il ne faut pas citer de marque, j'imagine, mais des vieux téléphones. Non, sinon je vais en citer smart. 5, ça ne m'arrange pas. Des téléphones pas smart. D'accord, pas des smartphones. Okay. Avec des tout petits écrans et juste des petits chiffres et qui permettent aussi de diffuser du contenu scolaire. Donc il y a beaucoup de choses et le milieu des EdTech en éducation sur le continent africain est un milieu qui est très dynamique et qui, je suis sûre, apportera de plus en plus de solutions, à condition bien sûr d'être capable d'agir à l'échelle et de ne pas rester sur des expérimentations trop restreintes géographiquement, bien entendu. Quand est-ce qu'elles sont nées alors, ces sneakers? En 1917, elles sont apparues. C'est l'autre révolution de 1917. Exactement, exactement. Et c'est la société Uniroyale, en fait, qui a créé une filiale qui s'appelle Keds. Et c'est des pneus. Voilà, exactement, spécialisée en caoutchouc et en pneumatique. Et donc, ça donne lieu à justement la première basket qui est en toile et avec une semelle en caoutchouc. Ils utilisent les pneus pour faire ça. Il y a un modèle tout à fait historique qu'on voit encore aujourd'hui qui va naître, pas juste à ce moment-là, mais pas longtemps après. Juste après, voilà, ça va inspirer la célèbre Chuck Taylor de Converse, qu'on voit encore aujourd'hui sur le marché et qui ne cesse d'évoluer dans son design. Pendant des années, on utilise les baskets pour faire du sport, et pas que du basket, mais du sport. Mais il y a un tournant dans les années 80. Dans les années 80, c'est le début du Star System, avec un contrat avec le basketballeur Michael Jordan, qui donne le coup d'envoi en fait, de l'arrivée de la basket dans la rue. Avec une des marques les plus connues, c'était la Air. Avec la Jordan, justement. Jordan, absolument. Voilà. Et là, les stylistes commencent à s'y intéresser parce que ça vient de la rue. Exactement. Et que la rue est souvent une source d'inspiration en mode. Exactement. Et c'est à Harlem, en fait, un styliste qui s'appelle Dapper Dan, qui a vraiment frappé l'histoire de son saut et qui habille les rappeurs, qui va faire rejoindre les deux univers de la mode luxe et de la rue. La mode, c'est aussi la musique. Exactement. Donc, vous voyez tout de suite la connexion. En 1990, c'est l'avènement du hip-hop et ça va valider
la basket sur l'échelle planétaire. Donc on fait toujours de l'histoire, mais on a pris un petit cours de musique en écoutant du cours, hip-hop. voilà, Et alors voilà. le Et c'est en luxe, 2000 qu'apparaît justement le luxe, qui rentre dans le game de la sneakers, justement, avec des collab shops produites en petites séries bien annoncées. Et c'est là qu'on voit les prix c'est quoi une totalement collab s'envoler. choc Des collabs de choc. Alors, parce qu'ils font appel à des designers et à des artistes extrêmement connus et réputés. Donc, ça a commencé avec Jeremy Scott, Pharrell Williams, Kanye West. Après, les marques se sont associées, Prada, Adidas, Nike, Dior, Nike, Sacai. Et ça, j'imagine En fait, qu'on ne me le ils vend font pas au appel même à prix. tout un pôle de designers et d'artistes pour justement créer des collaborations en édition ultra limitée. Et c'est le début de l'ère des raffles. Et là, on fait de l'économie parce qu'on crée de la valeur. On crée une valeur dingue, parce que c'est pour vous donner un ordre d'idée, la Nike Jordan éditée par Dior, je vous demande le prix de vente de cette imaginez, combien une petite Jordan qui à la base devait être vendue $40. Voilà. 400. Non. 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 Je suis loin. Il va falloir casser le code des vies. Il fallait compter 1 900 € pour pouvoir l'acheter. Et aujourd'hui, elle est cotée jusqu'à 14 000 € auprès des revendeurs. D'accord.